et James Simpson en Angleterre, à Édimbourg. Il estime que la fièvre puerpérale et la fièvre des hôpitaux sont de même nature et que les deux sont très contagieuses. Il estime que la propagation des infections pourrait être réduite si tout le personnel médical se lavait les mains au chlore avant chaque examen. Il estime que la fièvre puerpérale et la fièvre chirurgicale étaient toutes deux causées par la diffusion d'un patient à l'autre d'un poison présent dans le sang. Et il plaida pour des méthodes telles que le nettoyage des mains, des instruments contre la septicémie. En France, c'est Trousseau à qui on doit cette même démonstration de la ressemblance entre la fièvre des hôpitaux et les fièvres puerpérales. Il écrit « Si étrange que doivent paraître un pareil aveu, je n'en crois pas en son existence. » Il veut dire la fièvre puerpérale. Je veux dire que la fièvre puerpérale n'est pas propre à la femme et qu'elle existe aussi chez l'homme. La fièvre puerpérale se contracte comme le choléra, comme la fièvre jaune ou la fièvre interminante. Rien ne démontre qu'il lui faille pour se développer à l'état général préexistant. Je crois très fermement à la contagion du typhus chirurgical et puerpéral. Alors le dernier volet de ma présentation, c'est comment prévenir ces fièvres puerpérales. Et je vous ai dit que j'allais vous parler de ce médecin exceptionnel, Ignace Semmelweis. Il observe le phénomène, cette fièvre puerpérale. Il va développer un concept, le lien de ces fièvres avec l'autopsie des cadavres par les mains des étudiants en médecine. En fait, ce sont eux qui vont autopsier des cadavres, puis ensuite vont aller accoucher les femmes dans le même hôpital, et va proposer une prophylaxie, l'hypochlorite de calcium. Là encore, n'oubliez pas, les microbes n'ont pas été inventés, donc ce n'est pas contre les microbes qu'il va se battre, contre l'odeur de putréfaction. Et in fine, eh bien, il aura résolu ce problème médical, réduit significativement la mortalité. Alors, est-ce que vous pensez que pour ça, il a été nommé membre d'une académie? Est-ce qu'il a reçu des reconnaissances? Rien du tout. Il aura à combattre la nomenclatura médicale et, en fait, sera extrêmement peu reconnu par ses contemporains. Alors, exactement ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est donc dans ce même hôpital de Vienne, dans cette maternité. En fait, il y a deux cliniques de maternité. Et dans l'une, on meurt, et dans l'autre, on ne meurt pas. Et la différence entre ces deux cliniques, c'est dans l'une, on est traité par les sages-femmes, et dans l'autre, on est traité par les étudiants en médecine qui viennent juste de décycler des cadavres. Le point tournant dans la réflexion de Semmelweis, c'est la mort de son collègue Jakob Kolečka. Jakob Kolečka travaille dans cet hôpital, et il va mourir à la suite d'une blessure qu'il se fait en autopsiant un cadavre. Et les affres que présente son collègue ressemblent aux affres des femmes qui meurent en couche, et il fait le lien entre son décès de son collègue, et donc il va mettre en place ces méthodes. N'oubliez pas qu'effectivement, à l'époque, les obstétriciens ne portent évidemment pas de gants. Et donc il réussit par des méthodes antiseptiques, en l'occurrence l'hypochlorite de calcium, à réduire la mortalité qui à l'époque dans son hôpital était de 16% à moins de 1%. Alors il va mettre 11 ans à publier ses résultats, et la première fois qu'il les publie, c'est puisqu'il était en fait hongrois d'origine, même s'il travaillait à Vienne, c'est l'Empire austro-hongrois, et il va publier d'abord en hongrois, ce qui n'aura pas un grand impact, et in fine, il va être remercié par le directeur de l'hôpital, par le directeur du service, qui ne va pas le retenir. Alors c'est vrai que la diffusion de l'information, malgré tout, même s'il a mis 11 ans à publier en hongrois, va se faire de bouche à oreille, et en particulier par les collègues de Semmelweis, qui vont venir même jusqu'à Paris. Il y aura même une note que j'ai découverte à l'Académie des sciences sur la découverte de Semmelweis. Donc petit à petit, les cliniciens apprennent les travaux de Semmelweis, vont mettre en place les méthodes de Semmelweis, et en l'occurrence, par exemple, Michaelis à Kiel va se suicider après avoir réalisé qu'il était le responsable de la mort de ses patientes. Alors bien entendu, on est toujours dans le domaine scientifique, on l'a vu avec le Covid, il y a ceux qui sont pour, il y a les rassuristes, les anti-alarmistes, il y a les hydroxychloroquinophiles, les hydroxychloroquinophobes, donc on est toujours classique, et donc bien entendu, on a aussi des gens qui sont contre ce concept. Alors, en 1861, Semmelweis finit par écrire en allemand un livre sur ce sujet, et ce livre est reçu par les médecins de l'époque parisiens, Eugène Follin et Charles Lassalle, qui reçoivent de nouveau très défavorablement ce livre.
Notre opinion formelle, soutenue par une triste expérience de la maladie, est loin d'être favorable à la théorie exclusive, qui n'est pas suggérée, mais affirmée par le docteur Semmelweis. La défense de ces doctrines a l'air de pamphlets du Moyen-Âge, quand le latin exclusait les apostrophes les plus violentes. Alors, donc effectivement, le pauvre Semmelweis, qui d'ailleurs va mourir dans des conditions dramatiques, n'aura jamais connu la gloire. Aujourd'hui, il la connaît en termes de statut. Ici, c'est la statue de Semmelweis qui trône devant l'hôpital où il a ensuite exercé à Budapest. Ça, c'est la statue de l'hôpital à l'université de Budapest, et l'université de Budapest s'appelle aujourd'hui l'université Semmelweis. Alors, si vous voulez connaître plus sur les travaux de Semmelweis, en particulier en lisant la thèse de Louis Détouche, qui, comme vous le savez, n'est autre que Louis-Ferdinand Céline, qui était médecin et qui a écrit sa thèse sur lui. Alors, juste une petite anecdote. Ici, c'est une photo que j'ai prise sur le campus de l'Université des sciences médicales à Téhéran. Semmelweis est le seul occidental dont la statue soit présente à Téhéran. Et puis, alors ça c'est une anecdote personnelle, parce que c'est la seule fois dans ma vie que j'aurais inauguré une statue, donc je ne peux pas ne pas vous la présenter. C'est la statue de Semmelweis qui a été inaugurée lors de l'année Semmelweis à l'université de Szeged, qui est une université en Hongrie, où j'avais été invité pour cette inauguration. Donc, la solution, bien entendu, vous la connaissez, c'est initialement l'hygiène. Tenon va être de ceux qui vont préconiser l'hygiène. Percy va également soutenir l'usage de l'hygiène. Jean-Noël Allais va être le premier à créer un enseignement sur l'hygiène. Et puis, vous avez réalisé, jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas présenté aucune femme. Donc il fallait quand même qu'il y ait au moins une femme pour soulever l'honneur de la gente féminine. Et donc je vais vous parler de Florence Nightingale. Florence Nightingale, c'est une infirmière, et elle travaille sur le terrain. Lors de la guerre de Crimée, elle est en Turquie, et elle va, par des méthodes sanitaires, y compris le lavage des mains, réduire le taux d'infection et la mortalité dans son service, dans son hôpital, où elle reçoit les malades, les soldats blessés pendant la guerre de Crimée. Et puis, elle retourne en Angleterre, elle retourne à Londres, et à l'époque, il va y avoir une épidémie de fièvre puerpérale. Et on savait déjà que quand on donnait naissance à la maison, on avait moins de chances de mourir que quand on donnait naissance à l'hôpital. Et elle va préconiser toutes les règles d'hygiène nécessaires pour prévenir et limiter la casse, si je puis dire, de dégagement. Donc elle sera reconnue et décorée par la Royal Red Cross, par la reine Victoria. Alors c'est une héroïne en Angleterre, et elle a même sa statue sur Waterloo Place à Londres. Alors pour terminer, quel est l'héritage finalement de Semmelweis et de Pasteur? Eh bien, l'héritage, c'est quand même rendre justice et hommage à Joseph Lister. Joseph Lister, en 1865, découvre la théorie de Pasteur sur les germes, et à l'époque, quand on faisait des amputations, à peu près la moitié des patients décédaient. Et il va mettre en place un spray d'acide phénique pour rendre les conditions antiseptiques et réduire la mortalité consécutive à ces amputations. Alors Lister, vous le croisez dans certains produits, la Listerine, qui a été inventée en 1879 aux États-Unis, le nom a été nommé en hommage à Lister, et aussi la bactérie qui fait de temps en temps la une des journaux, c'est celle des infections alimentaires, avec l'hystéria qui est également donnée en son nom. Donc, l'hygiène des mains, bien entendu, est l'héritage des travaux de Semmelweis, et un de ses héritiers, c'est quelqu'un que vous avez régulièrement vu à la télévision pendant la crise du Covid-19, c'est Didier Pittet, qui a écrit un grand nombre d'ouvrages sur l'hygiène des mains, et surtout c'est à lui qu'on doit les gels hydroalcooliques dont il a proposé. Un dernier mot, parce qu'on vous en parlera, Jean Carlet vous en parlera, les patientes souffrant de fièvre puerpérale vont être les premières à recevoir les antibiotiques. L'antibiotique utilisé, en l'occurrence, c'est en 1935 par un chercheur chez Bayer qui s'appelle Domag et qui décrivent une molécule qui est commercialisée sous le nom de Prontosil. Et l'année suivante, Colebrook aux États-Unis va publier simultanément, on ne se fatigue pas d'études précliniques avant de passer aux études cliniques, on fait en même temps les souris et les femmes, et il va démontrer que cet antibiotique effectivement diminue la mortalité suite aux fièvres puerpérales
par rapport aux mortalités qui étaient encourues à l'époque. Juste pour aussi citer un travail de pasteurien, le travail de Jacques et Thérèse Tréfouet à l'Institut Pasteur en 1935, qui vont découvrir les sulfamides à partir du prontosile. Ils le demandent à Domac, qui refuse de leur fournir, donc ils se le produisent eux-mêmes. Alors, juste pour terminer et faire le lien avec ce que vous allez entendre par les orateurs suivants, le sepsis est toujours d'actualité. Alors, il y a des pays où, en fait, la sensibilisation a été bien antérieure à ce qui se passe en France, en particulier en Angleterre. Et vous voyez que régulièrement en Angleterre, les journaux rapportaient les cas d'enfants, de femmes qui décédaient de sepsis. Alors, aux États-Unis aussi, par exemple, cette jeune femme de 32 ans va décéder d'un sepsis, et ça va quand même faire une mère décède après un combat contre l'infection. Et puis, j'ai découvert, il y a 2 jours ou 3 jours, lorsque Gilali et Benjamin Terrien, un autre clinicien, ont organisé au ministère de la Santé un colloque sur le sepsis, j'ai découvert cette dame, Christa Braque, et je suis en train de découvrir son livre, parce que le sepsis, c'est pas soit on survit, soit on meurt. Le sepsis, c'est aussi le post-sepsis, comme on connaît le post-Covid-19. Et en fait, finalement, ce que les gens découvrent avec ce qu'on appelle le Covid long, les cliniciens le connaissent depuis longtemps, c'est le sepsis long, c'est-à-dire les séquelles du sepsis. Alors, il y a les séquelles neurologiques, et puis il y a aussi les séquelles du sepsis lui-même. En l'occurrence, cette dame a été amputée des 2 jambes, et son combat est juste absolument admirable. Et puis, juste pour ramener à ce qui nous occupe, et juste vous rappeler que gardez vos conditions d'hygiène et de protection. On annonce aujourd'hui 17 000 nouveaux cas. Le pic est reparti, c'est reparti à la hausse. Brigitte Autran, qui est la nouvelle responsable du Covid, l'avait annoncé. C'est logique, c'est la rentrée des classes, et donc ça va repartir. Donc gardez, conservez vos règles d'hygiène et de protection, car le Covid-19, les formes graves du Covid-19, ce n'est rien d'autre qu'un sepsis viral. Je vous remercie de votre attention. Professeur Gilali, juste si vous permettez, je voudrais bonjour tout le monde, Madame la maire, messieurs les élus. Je suis très content d'avoir été invité par Jamila à cette réunion ce matin. Aujourd'hui, lors de la journée mondiale du sepsis, qui est une problématique qui commence petit à petit à être connue au-delà du petit cercle des initiés que sont les médecins hospitaliers et encore certains médecins hospitaliers. Je vais échanger et partager avec vous quelques diapositives. Voilà. Je suis sur le bureau. Bon, c'est toujours un plaisir d'entendre Jean-Marc, qui est probablement l'une des personnes la plus à même de faire l'historique et l'histoire du sepsis d'une façon tout à fait... je suis... Oui, mais je vais regarder... je vais reprendre... ma clé USB, sinon. C'est bizarre, ça. Je suis désolée. Vous m'envoyez, oui. Et puis on se reverra. Avec plaisir. Oui, à bientôt, j'espère. Oui. On fera. On est ensemble comme ça. Oui. Oui, le docteur Ferrand. Oui. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas la mienne. Je suis désolé, j'avais installé, voilà, c'est après.
Voilà. Donc, on peut passer cette partie. Mon rôle à moi ce matin, c'est d'essayer de faire comprendre ce qu'est le sepsis. Donc, c'est un topo beaucoup plus contemporain et d'essayer d'éviter ou de trouver le langage commun et de ne pas rester dans le langage scientifique. Parce que tant qu'on s'exprimera dans un langage scientifique, on restera dans un cercle d'initiés, on n'arrivera pas à passer les bons messages. Néanmoins, donc, la définition du sepsis aujourd'hui, elle est consensuelle, bien que, comme l'a démontré Jean-Marc, le sepsis existe depuis le début des temps. Et cette conférence de consensus à laquelle j'ai eu l'occasion de participer a défini le sepsis comme étant une situation liée à une infection. Donc au départ, on a une infection, et cette infection, quelle que soit sa présentation, un panarie, une infection urinaire, une infection pendant la grossesse, va aboutir à un dysfonctionnement de nos organes vitaux, de nos fonctions vitales, respiratoires le plus souvent, mais aussi le rein, le cœur, voire le cerveau. Et donc, cette altération de ces fonctions vitales est liée en réalité à une réponse anormale de notre organisme. Pour des raisons qui ne sont encore pas totalement élucidées, face à une infection, une personne va guérir presque spontanément, sans en tout cas avoir beaucoup de symptômes. Une autre personne va se retrouver en très mauvaise position, être obligée d'hospitaliser et malheureusement parfois en décéder. Et donc ça, c'est vraiment lié à cette réponse anormale de l'organisme, et l'essentiel des travaux de recherche aujourd'hui se font pour essayer de mieux comprendre cette interaction entre les microbes et notre système immunitaire. Et donc dans cette nouvelle définition, dans la définition contemporaine du sepsis, on a changé de paradigme, c'est-à-dire qu'on a longtemps pensé que, en réalité, on avait au départ une infection, puis qu'il y avait un continuum. C'est-à-dire que l'infection ensuite aboutissait à une mauvaise réaction de l'organisme qui altérait progressivement une ou plusieurs fonctions vitales pour finalement aboutir à la forme la plus cataclysmique dont on décède, qui est le choc septique. En réalité, on sait que ce schéma et ce continuum n'existent pas et que l'infection, eh bien, va chez certaines personnes être mal tolérée. Ça va se traduire par le fait, on va dire, tiens, il a une mauvaise mine. Et cette mauvaise mine est en fait la traduction, le témoin que l'organisme ne se défend pas bien. Et ça se traduit ensuite par le sepsis et l'altération des fonctions vitales. Et la forme cataclysmique de choc septique, elle ne vient pas forcément après. L'exemple le plus caricatural, ce sont par exemple ce qui est arrivé à Madame Christa Braque, dont Jean-Marc vous a évoqué, qui est une journaliste de la chaîne nationale de radiologie en Belgique, et qui brutalement était à son domicile. Ça a commencé par se sentir pas bien, et puis sa maman qui était avec elle a appelé leur médecin traitant et est tombée sur l'épouse du médecin traitant. Et l'épouse du médecin traitant, elle a une réaction très, on va dire, salvatrice, parce qu'elle se dit, mais pourquoi n'appelle-t-elle pas elle-même? Pourquoi c'est sa maman qui appelle? C'est vraiment, ça ne doit pas aller bien. Un quart d'heure après, son époux, qui était le médecin traitant, était arrivé au domicile et l'a constaté dans un état extrêmement mauvais, ayant du mal à respirer, étant couvert de ce qu'on appelle des marbrures, ne pouvant pas se relever. Et donc l'a fait hospitaliser immédiatement, et elle est d'emblée dans cette situation de choc cataclysmique, sans qu'il y ait eu pendant plusieurs jours une infection qui est traitée. Donc, dans un langage courant, et c'est Christa Braque, le 8 septembre au ministère, qui faisait cette réflexion, qui nous faisait cette réflexion en disant, si on veut toucher le grand public, il faut parler un langage commun, il faut parler de choses que les gens peuvent retenir. Et donc, c'est difficile d'essayer de trouver un langage commun. Voilà une proposition. Hein. C'est, pour être tout simple, une infection qui va se compliquer d'un blocage de fonctions vitales. Le plus souvent la respiration, on va avoir du mal à respirer, mais ça peut être aussi le cœur, le cerveau, le rein, parfois le foie. Alors le plus souvent, je vous le confirme,
la principale cause de sepsis, ce sont les infections pulmonaire. Jean-Marc vous a dit la Covid-19, mais au-delà de la Covid-19, la grippe, les bactéries, les sortes de microbes comme le pneumocoque ou le staphylocoque vont causer ces infections pulmonaires et c'est clairement, de loin, la première cause de sepsis. Et malheureusement, effectivement, chez un nombre variable de personnes, pour des raisons que l'on ne connaît pas complètement, la perte des fonctions vitales va conduire le patient à être hospitalisé et très souvent à être hospitalisé en réanimation. Dans les éléments qu'il faut retenir, ceci est tiré d'une plaquette qu'on a travaillé avec la Global Sepsis Alliance et le ministère de la Santé pour la traduire en français, qui est vraiment à l'attention du grand public, de façon à expliquer au grand public ce qui doit attirer notre attention. Et donc ce qui doit attirer notre attention, vous voyez, les symptômes sont très variables. On peut se sentir fatigué, endormi, on est somnolent. Ou alors c'est l'entourage qui se rend compte qu'on a des propos qui sont vraiment pas... on a changé, quoi. On a des difficultés à se concentrer, ou parfois ça va être des douleurs, on va avoir mal partout, des courbatures, et c'est ça qui va être prédominant. Au contraire, dans certains cas, en particulier chez l'enfant, on peut voir apparaître des taches sur la peau qui, associées à la fièvre, doivent effectivement faire réagir très vite. Comme je vous l'ai dit, parfois c'est le rein qui se bloque, et donc on va faire beaucoup moins aux toilettes, on va avoir beaucoup moins d'urine. Et enfin, dans les formes plus dramatiques encore, les personnes peuvent avoir vraiment une sensation de mort imminente. D'ailleurs, on ne se sent pas bien, on se dit mais ça ne va pas, j'ai l'impression que je vais mourir. Et ce sont encore une fois des symptômes qui sont importants. Alors, dans cette journée mondiale du sepsis, il est vraiment fondamental de bien insister sur le poids que représente le sepsis au niveau mondial et au niveau français en particulier. Et quand on parle de poids et de coût, c'est pas simplement le coût économique, c'est pas simplement le coût médical et sanitaire, c'est aussi le coût social et sociétal. C'est l'impact sur la vie de tous les jours. Hein, je reprends l'histoire de Christa Braque, grande journaliste belge, et du jour au lendemain, amputée des deux jambes, la vie complètement bouleversée. Donc on commence à disposer. Vous voyez, le sepsis existe depuis longtemps. Vous avez entendu le topo de Jean-Marc. Pourtant, les données chiffrées à l'échelle mondiale, et en particulier en France, eh bien, on commence tout juste à les avoir. C'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a mis en place des dispositifs qui permettent de recenser les cas, de suivre le cas et de peser ce que représente le sepsis. Alors il y a un point qui est extrêmement important dans les données de l'OMS, c'est que vous voyez sur cette carte sont représentés en couleur les pays à partir desquels les données sont obtenues. Et ce qui frappe, c'est que ce sont clairement dans les pays à revenus élevés. Et donc ça, ce message-là, c'est de dire que les chiffres que vous avez évoqués, Madame la maire, en début dans votre topo, et que je vais rappeler ici, sous-estiment considérablement le problème. Puisqu'on imagine bien que dans l'Amérique du Sud, le continent africain, l'Asie, les chiffres sont bien plus importants. Pardonnez certaines diapositives qui sont restées en anglais, elles sont extraites des données de l'OMS. Il ne faudrait pas que vous ayez dans l'idée de dire le sepsis c'est un problème des pays pauvres. Non, non, l'incidence du sepsis, elle est la même, quel que soit le continent, même si elle est sous-estimée dans les pays pauvres, et ça c'est quelque chose d'important à retenir. Et le poids en termes de survie, il est majeur. Une personne sur 5, en gros, va décéder de son sepsis. Donc, presque 50 millions de cas, c'était en 2017. On peut être certain qu'au prochain recensement, on sera plutôt aux alentours de 55 millions, voire 60 millions de cas. C'est environ 11 millions de décès, c'est probablement sous-estimé. Et le sepsis représente un décès sur 5 dans le monde, toutes causes confondues. Toutes causes confondues. C'est-à-dire y compris les guerres et les traumatismes, etc., à l'échelle de la planète. Donc ça, c'est quand même un élément extrêmement important à noter. Autre élément extrêmement important à noter, c'est que n'ayez pas en tête que le sepsis emporte les vieux.
N'ayez pas en tête ça. Le sepsis emporte nos enfants, on le sait bien, et sachez qu'il y a 2 pics. Jean-Marc vous a beaucoup parlé des fièvres puerpérales. Et on pourrait se dire, ça, c'est l'histoire. Non, dans le monde, la mortalité néonatale et périnatale représente une proportion importante du nombre de ces cas. Donc oui, malheureusement, nos enfants, nos jeunes enfants décèdent, et ce ne sont pas que nos grands-parents qui sont emportés. Vous voyez, 24% des décès de nouveau-nés sont liés à un sepsis. Et bien évidemment, on comprend que c'est évitable. Vous voyez, ce n'est pas la fatalité, c'est évitable. Et donc on a collectivement une responsabilité importante, nous, médecins et scientifiques, à passer les messages d'alerte, à proposer des solutions, et la société à s'en emparer pour changer les choses. Donc ça, c'est pour rappeler effectivement, encore une fois, ce que je vous disais sur la mortalité des femmes, et notamment dans la période périnatale. Et autre élément, pour vous montrer le caractère contemporain de l'histoire, Jean-Marc Cavaillon vous a parlé de la fièvre des hôpitaux, de ces infections nosocomiales. Aujourd'hui, elle représente là encore une part importante, environ 1/3 des sepsis sont des sepsis qui sont liés à des infections acquises au cours des soins. En 2022. À Paris, comme à Boston, et comme à Alger ou à Taïwan. Donc là, c'est la répartition des cas de sepsis dans le monde, tels qu'ils ont été recensés par l'OMS en 2017. Plus on est dans le bleu foncé, plus il y a de cas recensés par l'OMS. Donc on voit qu'effectivement, les pays à faible niveau de revenus sont ceux qui payent le coût le plus élevé du sepsis. Et quand on voit ce que cela coûte dans nos pays, alors on peut mesurer à quel point c'est écrasant. Là, c'est le nombre de cas, et dans les cartes sous-jacentes, c'est le nombre de décès. Alors cette diapositive, elle est aussi très intéressante parce qu'elle analyse les personnes qui décèdent de sepsis. Quelle était la première cause de ce sepsis? Et donc vous voyez que bien évidemment, c'est, quelle que soit la tranche d'âge, du nouveau-né jusqu'à la personne âgée, c'est d'abord une infection. On a d'abord une infection. Mais vous voyez qu'en particulier dans les bas âges chez nos enfants, et notamment chez les nouveau-nés, vous voyez que ce qu'on appelle les maladies non transmissibles pèsent un poids extrêmement important. Et ces maladies non transmissibles, ce sont les infections qui sont liées aux soins en particulier, et en particulier donc l'équivalent de la fièvre puerpérale aujourd'hui. En France, on a donc des données très récentes, grâce à l'équipe de Didier Guibaud, à partir des données de santé, à partir du fameux Hub Santé mis en place depuis quelques années en France. Et donc, vous voyez sur ce graphe, la première chose qu'il faut regarder, c'est non, ça ne baisse pas, hein. Et non, c'est même pas stable. Oui, ça continue d'augmenter. Donc, pour l'instant, les efforts qui sont faits, qui sont mis en place, ne permettent pas de freiner le problème, ne permettent pas de le régler. Donc, il y a besoin de changer la donne. Sinon, on court vraisemblablement donc, à la catastrophe. Et vous voyez qu'on est aujourd'hui à presque 400 nouveaux cas de sepsis pour 100 000 habitants. La mer, je ne sais pas combien d'habitants à Maison-Alfort. Près de 57 000. Près de 57 000 aujourd'hui. Donc vous voyez, vous allez avoir chaque année 200 maisonnés qui vont déclarer un sepsis. Chaque année. On est deux là-dessus. Est-ce que c'est grave? Vous l'avez compris que c'est grave. Regardez juste, c'est résumé sur cette variable. Le chiffre à retenir. Seulement un patient sur deux qui est hospitalisé pour sepsis va rentrer chez lui. Seulement un patient sur deux hospitalisé pour sepsis va rentrer chez lui. Ça veut dire que la deuxième moitié, soit mourir, soit vont avoir des séquelles qui ne vont pas leur permettre de retrouver leur vie antérieure.